Alors une première question peut-être, est-ce que vous pensez aujourd'hui que nous avons donc, après tout ce que vous nous avez exposé, une chance de pouvoir convaincre nos contemporains de trouver des ressources dans le droit naturel? Est-ce que vous pensez qu'on fait preuve de trop d'optimisme en leur proposant cette ressource du droit naturel, ou est-ce qu'on a une possibilité de se faire entendre? Bon, réponse oui. Le mode de fonctionnement des juristes aujourd'hui consiste par commencer avec une profession de foi juste positiviste, à expliquer qu'ils font du droit positif. Et la phrase suivante commence généralement par « par nature le droit ». Le mode de fonctionnement réel des juristes est juste naturaliste. L'immense majorité. Alors, il y a évidemment des gens qui sont conséquents, il y a des théoriciens du droit qui travaillent sérieusement et qui sont extrêmement légitimes dans leur démarche positiviste, qui assument le volontarisme juridique, mais dans l'immense majorité des cas, on fonctionne sur une espèce de juste naturalisme inavoué, où le droit sert de support à des valeurs qui lui sont extérieures. On pourrait le montrer à contrario, en voyant toutes les arguties qu'il leur est nécessaire de développer pour expliquer qu'il n'y a pas de droit nazi, par exemple. Je suis désolé de faire une réduction à Hitler, mais on parle beaucoup de Léo Strauss aujourd'hui, mais enfin voilà, un point Godwin. Il y a les nazis, ils ont fait des horreurs, ils avaient un droit, et c'était un droit positif. Donc, ou l'apartheid, ou l'esclavage, ou toutes les horreurs que les êtres humains ont pu commettre ont été structurées dans un droit positif, et elles sont condamnées par les positivistes. Et là, il y a, à mon avis, quelque chose qui est de l'ordre de la dissonance cognitive. Donc, ils ne sont pas des positivistes conséquents, parce que c'est extrêmement difficile de l'être, ça a un coût moral énorme. Dès lors, tous les juristes sont juste naturalistes. Dès lors, on doit pouvoir discuter avec eux. L'enjeu, c'est de savoir ce qu'on met derrière la nature. Dans la suite de ce que vient de dire Pierre Bonin, moi, je partirais de l'expérience éducative. Je pense que oui, il y a une espérance dans le fait qu'un nouveau-né bien finalement est fondé sur un ordre naturel, sur un principe de vie qui reprend bien toutes ces aspirations qui viennent de nous être présentées par Philippe Pichot. Et je pense effectivement que la première espérance, c'est que chaque nouveau-né n'est pas encombré d'un certain nombre d'idéologies. Deuxième espérance, c'est l'éducation et la possibilité que nous avons, avec le temps, et probablement le temps des générations, de changer la donne en profondeur dans l'éducation à la justice et une juste compréhension du rapport à la loi, du rapport au bien commun, et de développer des esprits, des intelligences qui aient la capacité à raisonner par elles-mêmes, à penser le réel, la relation aux autres, etc. Et puis, troisième élément de réponse, c'est un élément très, j'ai envie de dire très empirique. Une étudiante de 18 ans, ayant passé son bac récemment, rentre dans une université parisienne et quelques jours après la rentrée, elle rencontre une autre étudiante avec qui elle avait eu quelques échanges déjà et qui lui dit « Et alors, toi, t'es quoi ?» Et derrière cette question, l'étudiante qui recevait cette question se dit « Mais de quoi elle me parle ?» Et tout d'un coup, il y a eu la radicalité de la déconstruction en face d'elle, et elle s'est dit, en fait, c'est pas possible, on est allé trop loin. Et est né dans cette université un petit groupe d'étudiants qui se sont mis à travailler sur mais comment on peut reconstruire, comment on peut en arriver, parce que la jeune fille en question a fini par éclairer son interlocutrice sur la question en lui disant « Moi, je suis pan ». Pan, donc, entendez, pansexuel. Donc, ce qui voulait dire qu'il y avait une radicalité de la déconstruction qui était vertigineuse pour cette jeune étudiante qui débarquait avec une culture, je vais dire, classique, pas forcément très enracinée, très identifiée sur le plan de la foi, mais classique, et qui était totalement
comment dire, qui était à une distance, c'est plutôt ça que je devrais dire, vertigineuse de la compréhension de ce qu'elle vivait et de ce qu'elle avait en face d'elle. Et aujourd'hui, ces abîmes qu'il y a entre des jeunes qui se côtoient, eh bien, les conduit à chercher une stabilité, à chercher une stabilité des relations, une stabilité dans leur vie pratique. Ils recherchent une forme de pérennité. Alors, j'irai pas plus loin parce qu'il ne faut pas idéaliser non plus, je dirais, cette voie, mais elle me semble... Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est arrivé au bout? Je ne suis pas sûr qu'on soit arrivé au fond, mais parce que je pense qu'on peut encore aller plus loin. On peut imaginer effectivement de légiférer sur le droit de la zoophilie ou de choses comme ça. Mais en revanche, on est allé suffisamment loin pour que cette absence de relation encore avec l'ordre naturel puisse effrayer ou déstabiliser des intelligences qui réfléchissent encore à partir du principe de droit naturel ou principe de loi naturelle, j'ai presque envie de dire intuitive, voilà, sans que ça soit forcément élaboré. Alors peut-être un élément supplémentaire à tout ce qui vient d'être dit. Le sentiment que j'ai est qu'il manque à nos contemporains une chose, c'est la justice. Confusément, ils aspirent à cette justice. Or, l'ordre juste exige la reconnaissance de l'autorité du droit naturel. Alors évidemment, eux ne vont pas jusque-là. Ils sentent simplement cette justice qui a disparu dans les relations sociales et qui font que la société aujourd'hui est en miettes, que plus personne n'a confiance en qui que ce soit, que le semblable est regardé comme un prédateur, comme un gêneur, comme un ennemi dont on se méfie. Voilà. Et surmonter cette crise sociale qui est une crise de confiance, plus personne n'a confiance en qui que ce soit, sauf dans de tout petits groupes qui tentent de survivre, et exige de remettre la justice au cœur de l'action publique et remettre la justice au cœur de l'action publique, en faire de nouveau la finalité de l'action publique, passe par la réaffirmation de l'autorité du droit naturel. Voilà. Et c'est peut-être un biais pour répondre à leurs attentes et leur faire comprendre l'importance de l'enjeu de la reconnaissance de l'autorité du droit naturel. Après, il faut bien reconnaître que le travail sera considérable parce que la confusion mentale actuelle fait qu'il faut démontrer toutes les choses les plus élémentaires, voilà, comme vient de le souligner François-Xavier Clément. Voilà. Et là, c'est un travail très important. Merci messieurs pour ces interventions. Pourriez-vous apporter une petite précision, s'il vous plaît, sur la définition du droit naturel? Est-ce que pour vous, le droit naturel ou la loi naturelle, c'est un commandement inscrit de la raison intangible, inscrit dans le cœur de l'homme, dans sa conscience, comme on l'interprète souvent, et comme on pourrait, par exemple, le déduire de Cicéron? Ou est-ce que c'est un ordre objectif dans les choses qui échappe à la conscience de l'homme? Est-ce que vous pourriez préciser rapidement ce point, s'il vous plaît? Le droit naturel est conscient dans la conscience de l'homme. Et donc, effectivement, il est le reflet d'un ordre naturel, mais qui est inscrit dans la conscience de l'homme et qui lui permet de guider sa conduite. En fait, la question qui est posée, effectivement, est, comment dire, un peu
une reprise d'un certain nombre de choses qui ont déjà été dites sur à la fois la lecture qui a été faite par Pierre Bonin de l'histoire du droit et en même temps sur les aspirations que l'on trouve en l'homme et dont Cicéron parle, dont Aristote aussi parlait. Il semble qu'il y ait en l'homme la capacité à découvrir un ordre et à découvrir une disposition à agir, soit pour le bien, soit dans la quête de la vérité, soit dans le sens de la vie et de la propagation de la vie ou de la défense de la vie, etc., etc. Et il semble que l'homme ait la capacité, par sa rationalité, par sa raison, à découvrir et à rendre compte de cela. Et c'est la particularité de l'homme, de tous les êtres naturels, d'avoir la capacité à réfléchir, c'est-à-dire à revenir sur son propre acte et sa propre réflexion. Et cette réflexion par l'intelligence, cette découverte du sens de sa propre nature, de son ordre le plus primordial, on va dire, et non pas instinctif, dans la mesure où l'instinct est à réserver plutôt pour l'animal, mais à découvrir qu'il y a une orientation, mais que cette orientation ne le détermine pas. Et c'est toute la difficulté avec la remarque de monsieur ici, de dire, et l'assassin qui vient de tuer, qu'en est-il de, je dirais, son orientation naturelle? Il y a une orientation que l'homme découvre en lui-même, que sa nature et que sa personne est orientée à cela. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il est orienté, il est déterminé à agir pour le bien. Les passions, la blessure de la volonté, et c'est la fameuse phrase de saint Paul, pardon de faire un saut, mais je ne fais pas le bien que je voudrais faire et je fais le mal que je ne veux pas. Et en fait, ce combat qu'il y a dans le cœur de l'homme est un combat entre sa conscience droite et les passions qui viennent finalement déjouer la perspective, l'orientation naturelle qu'il aurait en lui. Et sa conscience est marquée par à la fois cette orientation naturelle et en même temps, évidemment, par l'éducation qui va peu à peu l'aider à en comprendre le sens, le caractère désirable, le caractère parfait pour son bonheur et davantage. Merci de me donner la parole. Je suis Olivier Échappé, magistrat et enseignant depuis très longtemps le droit canonique à l'Institut catholique de Paris. J'avais envie de parler un peu pour une absente, pas tout à fait absente, puisque je dois reconnaître que M. Pichot, M. Clément en ont parlé il y a un instant, mais cette absente, à mes yeux, c'est la loi naturelle. Alors, nous savons tous évidemment que la loi naturelle exprime les réalités de la nature humaine et qu'elle doit ou elle peut se décliner en langage juridique, en forme juridique, en un droit naturel. Je ne ferai pas évidemment de procès d'intention aux organisateurs et aux orateurs. Je suis bien certain que lorsque vous parlez du droit naturel, vous envisagez effectivement, selon saint Thomas, la déclinaison en langage juridique des exigences de la loi naturelle. Seulement, ce qui me gêne un peu, c'est que ce concept de droit naturel, il est équivoque. Nous savons tous que sous ce nom de droit naturel, on peut mettre non pas ce qu'on veut, mais on peut mettre en tout cas des choses diverses. Notamment, ça a été évoqué tout à l'heure par M. Bonin, l'école du droit naturel, celle de Grotius et de Pufendorf, elle présente un droit naturel, ce qu'ils appellent le droit des gens, qui peut être contraire au droit de la nature selon saint Thomas. Alors, moi, je veux bien me battre, puisque c'est l'invitation que Mme Markovitch nous faisait pour un droit naturel proposé à notre société actuelle, mais j'aimerais quand même qu'on clarifie les choses et qu'on sache à quel droit naturel on fait allusion. En d'autres termes, je ne veux pas, pour ce qui me concerne, et je ne sens pas d'intérêt à proposer l'école du droit naturel de Grotius et de Pufendorf. Grotius, ce bon Hollandais qui lui plaidait pour la liberté des mers, qui lui paraissait la chose la plus importante du droit des gens, évidemment, un Hollandais, on comprend pourquoi la liberté des mers était importante, ni pour le droit naturel de Pufendorf, qui déjà me paraît, et j'en ai terminé, totalement vicié par ce que très justement Mme Markovitch rappelait, c'est-à-dire l'introduction de la volonté de l'homme, un bon protestant évidemment, l'introduction de la volonté de l'homme dans le droit naturel. Alors, est-ce que vous pourriez me rassurer un peu, ou en tout cas m'aider à trouver une juste approche du droit naturel dans cette nature un peu équivoque qu'à mes yeux, il peut avoir? Oui, j'ai l'impression qu'il en va du droit naturel comme
comme des chasseurs. Il y a le bon droit naturel et le mauvais droit naturel. Donc je ne vais évidemment pas vous répondre, mais au moins abonder dans votre sens. Il ne faut pas fétichiser le droit et, a fortiori, il ne faut pas fétichiser le droit naturel. Ce n'est pas parce qu'on se place dans une configuration qu'on peut qualifier de juste naturaliste qu'on a nécessairement fait un progrès. Tout dépend de ce qu'on met derrière le droit naturel, comme vous le soulignez. Jouons au paradoxe, mais Caliclès est juste naturaliste. Que dit-il, Caliclès? Il dit que la loi de la nature, c'est la domination des forts, c'est la loi de la jungle, hein, c'est le lion qui mange la gazelle et pas l'inverse. Et que donc la cité, qui, en particulier la cité athénienne démocratique, qui repose sur le vote majoritaire, elle est contre nature, elle est monstrueuse, la cité, parce qu'elle organise la domination de la coalition des faibles sur les forts. Dans un certain sens, il est juste naturaliste. Donc, nous sommes d'accord, le droit naturel ne suffit pas à régler tous les problèmes. L'enjeu, c'est celui de son contenu, mais avec le risque qui vient d'être rappelé, souligné, du relativisme. Chacun a tendance à mettre derrière la nature sa propre culture. C'est pour ça que j'insistais plutôt sur une façon de raisonner. Et le droit naturel s'apprécie, me semble-t-il, je ne pense pas trahir ni Aristote ni Thomas en disant cela, toujours dans des situations concrètes. Pour le dire autrement, mais il y a eu des débats là, au début des années 2010, je crois, chez les canonistes et les théologiens surtout, sur cette question-là. Qu'on le veuille ou non, nous raisonnons, et il faut le faire pour être audible, nous raisonnons avec les termes de notre époque. Donc nous avons du mal à comprendre le justnaturalisme classique parce que nous le voulions ou non, les mots, les outils que nous utilisons intellectuellement, ce sont ceux du volontarisme, ce sont ceux du normativisme, ce sont ceux qui imprègnent notre époque. Il y a tout cet effort de décapage à faire pour essayer de comprendre les choses. D'une certaine façon, le néo-thomisme, par certains aspects, a eu une lecture trop volontarisme du droit naturel classique. C'est absolument pas une réponse, mais je crois avoir parfaitement communié avec l'angoisse que vous exprimez. Oui, plutôt qu'une question, une observation. Tanguy Bartouche, je suis avocat à Avignon. J'ai fait mes études avec Athias et Serio, dont j'ai vu qu'il est beaucoup dans la biographie. On a travaillé le droit naturel depuis le début, avec notamment Joël Benoît Donario de mes études. Je voudrais, effectivement, la question que vous posez, monsieur le professeur, c'est celle de la distinction entre le droit naturel classique et le droit naturel moderne, selon la définition notamment de Serio, reprise dans son Que sais-je, dont j'ai vu qu'il est en biographie. Je voudrais premièrement faire une première observation, c'est la question, vous avez dit, monsieur, que tout était assez relatif et qu'il n'y avait pas de sentiment commun avec l'exemple de Darius. Moi, il me semble que si, il y en a au moins un, peut-être un seul, mais c'est l'interdiction de la trahison. Il n'y a aucune société qui est bâtie sur la trahison. Vous avez des sociétés de tueurs, la mafia, de voleurs, mais universellement, on condamne la trahison. Pourquoi? Parce que si on ne peut pas, justement, le pacta sunt servanda, respecter la parole donnée, alors il n'y a pas de société possible, même à deux. Et donc, la trahison, c'est universellement, pas sanctionné, mais écarté. Me semble-t-il, en tout cas, j'y ai réfléchi et je me dis que ça tient. Alors ensuite, quand on parle du droit naturel, je pense, parce que c'est une réponse peut-être qui est apportée, lequel choisir, il faut relire le discours préliminaire de Portalis en 1804. Il choisit le droit naturel et il ne choisit pas celui volontariste, effectivement, celui de Michel Villet, plus moderne, quand il dit « Le droit est la raison universelle, la suprême raison fondée sur la nature même des choses. Les lois sont ou ne doivent être que le droit réduit en règles positives, en préceptes particuliers. » Et ça, c'est important parce qu'on le retient. Le droit est moralement obligatoire, mais par lui-même, il n'emporte aucune contrainte, il dirige. Les lois commandent, il sert de boussole et les lois sont le compas. Je pense que c'est ça à quoi on doit s'arrimer pour essayer de remettre cette façon de penser au goût du jour, c'est très important. Et quand vous disiez, et j'en termine, qu'on peut pas, qu'il faut vivre avec notre époque, on raisonne forcément dans notre époque, un exemple qui me permet, me semble-t-il, d'objecter à cela, c'est l'exemple classique, justement, pour comprendre le droit naturel dans l'Antiquité, qui est un exemple de l'Antiquité, du vol de la planche. Vous avez un voleur qui prend des planches
et avec ces planches, il construit une table. C'est un exemple de raisonnement chez les Grecs. Et la question, c'est que le propriétaire veut ces planches. La question est donc de se poser, de savoir ce qui est juste de faire. Alors, il y a deux possibilités. Soit le propriétaire veut ses planches et on rend les planches, soit le propriétaire, mais c'est dommage parce qu'on a détruit une table, soit le propriétaire veut la table et à ce moment-là, il faut qu'il indemnise le voleur, non pas des planches, mais du travail. C'est le prix du salaire. C'était un exemple qu'on donnait. Il me semble que, sans aller chercher le christianisme ni rien, on pourrait partir de ça avec nos étudiants pour leur dire voilà comment on a raisonné, voilà ce que ça a donné dans l'histoire, et les amener comme ça par le début. Et Athias, et là j'en termine vraiment, nous disait quand vous avez une loi injuste, combattez la loi par le droit. Le problème, et cette confusion elle est faite tout le temps même là, c'est qu'on emploie droit pour loi. Il faudrait décider une fois pour toutes que le droit c'est la boussole, que la loi c'est le droit positif et pas mélanger les deux, ou alors on met droit positif. Tant qu'on fait cette confusion, y compris dans l'esprit des gens mais des étudiants, on n'en sortira pas. Merci. Je souscris complètement à votre conclusion et à ce gros problème d'ambiguïté du vocabulaire. Virgule. Mais je vais tout de même me permettre, c'est une discussion, donc on est là pour ne pas être d'accord, hein, de reprendre, pas tout, parce que ce que vous avez dit était quand même très dense et très riche, mais certains points. Premièrement, toujours facile, face à une affirmation générale, de la contester. Par exemple, toute affirmation générale est fausse, ce qui est une affirmation générale dont faux. Voilà, je raisonne un peu par l'absurde. Mais je crois qu'on a du mal à déboucher si on cherche des amories anthropologiques, si on cherche l'inceste, ben oui, mais il y a toujours un contre-exemple qui met à bas, parce qu'on raisonne sur des vérités absolues. Votre exemple de la trahison, c'est évidemment sous certaines conditions de définition, mais vous connaissez la formule de Cicéron, sumum ius, summa iura, le maximum de droit aboutit au maximum, alors pas d'injustice exactement, mais de dommages, d'insultes, voilà, enfin de dommages. Un exemple qu'il donne, de deux armées passent un contrat, font une trêve. Pendant 40 jours, on ne se bat pas. Et puis l'une des deux armées attaque l'autre la nuit. Ah bah oui, mais on avait dit le jour, pas la nuit. C'est une trahison. D'un point de vue juridique, c'est défendable, c'est plaidable. Deuxième point, vous nous avez dit Portalis choisit, et il choisit une forme de juste naturalisme. C'est la conclusion du petit ouvrage remarquable de Michel Tropper. Alors, l'ouvrage mal nommé, parce que c'est pas lui qui a choisi le titre, Philosophie du droit, qui est en fait un ouvrage de théorie du droit, un que sais-je. Bon, Michel Tropper est évidemment un positiviste, mais un positiviste très conséquent. Et puis, sa conclusion consiste à dire, ben, finalement, on ne peut pas objectivement trancher entre... le droit procède d'une opération de connaissance, c'est l'œuvre de la raison, et puis la posture volontariste, le droit suppose toujours à un moment donné un choix. On ne peut pas trancher raisonnablement, il faut choisir. Donc j'ai raison, parce que moi je suis du côté du choix, je suis du côté de l'opération de volonté. C'est vraiment l'expression que vous avez employée. Portalis choisit une forme de juste naturalisme. Et donc, si on se place dans cette posture-là, si on a la possibilité du choix, c'est que tout est possible. Si Dieu n'existe pas, tout est possible. Hein. Le troisième exemple, enfin le troisième point, ce que vous évoquez, la planche qui est transformée en table, le problème d'un point de vue philosophique n'est pas si simple. Et c'est un des rares cas où on a un débat philosophique grec dont on trouve une transposition dans la doctrine romaine. Parce que le droit romain nous a été transmis sous forme de citations qui ont été harmonisées. Donc tout ce qui pouvait être contradictoire, tout ce qui pouvait être débat a été éliminé. C'est la question de la spécification. Qui est propriétaire ? Le propriétaire de la planche, qui est devenu table. Et dans ce cas-là, c'est la substance qui fait l'être de la chose, et c'est toujours le même bois, qu'il soit sous forme de planche ou qu'il soit sous forme de table, et dans ce cas-là, le propriétaire doit dédommager celui qui a fait le travail, ou au contraire, est-ce que c'est le spécificateur qui, en changeant la forme, en transformant la planche en table, a fait venir à l'être une chose nouvelle, parce qu'elle a une forme nouvelle. Auquel cas, il faut qu'il achète le matériau. Voilà. Donc, bon, au moins, c'est compliqué.
Encore une minute, simplement, juste pour... comment dire, c'était pas tant pour réagir à la question très juridique et précise qui vient d'être posée que pour répondre aux professeurs et magistrats sur la question du fondement du droit naturel ou du fondement de la loi naturelle. J'aimerais dire que depuis des années, je fais des exposés en anthropologie sur l'acte humain, sur la personne humaine. Et force est de constater que régulièrement, j'ai dans le public des personnes qui redécouvrent, qui découvrent ou redécouvrent eh bien, le rapport que l'on peut avoir à la compréhension de l'intelligence et de la relation avec la volonté, de la volonté avec les passions, de l'imagination, des sens internes et sens externes, etc. Et que ces éléments posés permettent d'approcher la question de la nature différemment. Et il me semble que la réponse à la question que vous posiez, monsieur, et là évidemment je vais prêcher pour ma paroisse plus que pour celle de mes voisins en histoire du droit ou en droit, c'est la philosophie. La réponse, elle est d'ordre philosophique. La réponse, elle est dans le perfectionnement au long de la réflexion sur le concept de nature ou sur l'ordre naturel, ce qui va nous conduire à approcher non pas d'une loi naturelle intangible, je dis bien d'une loi naturelle intangible, et qui serait définitivement, j'ai envie de dire, figée et qui serait parfaite, mais plutôt d'enrichir le droit de la réflexion qui va nous conduire à, de manière asymptotique, nous rapprocher au mieux de ce qu'il y a de la trace du créateur et de l'ordre qui a été laissé dans la conscience humaine de cette intention créatrice, de cet ordre primordial. Mais nous n'avons pas reçu la loi naturelle comme Moïse a reçu les tables de la loi. Et ce n'est pas une trace qui est dans notre conscience comme marquée au burin sur une plaque de marbre, mais par des traces qu'il nous faut retrouver et qu'il nous faut rendre intelligibles. Et donc tout j'ai envie de dire, le processus de civilisation, notamment dans le domaine juridique, consiste à rendre de plus en plus intelligible, de plus en plus juste, l'expression, alors juste au sens de approchant de la perfection et se rapprochant au mieux de la question du bien. Mais je pense que c'est un mouvement qui est incessant.